Bonsoir, chers abonnés et fidèles téléspectateurs de l'émission Dialogue politique que vous suivez en direct à travers la plateforme du site Madar sur Facebook. Aujourd'hui, notre invité est le président Samba Thiam, donc président des Forces progressistes pour le changement, FPC. Et comme le veut donc la ligne éditoriale de l'émission, nous allons discuter avec lui de l'actualité politique du pays, des rapports pouvoir-opposition, des grandes questions comme l'unité nationale, la cohésion sociale, l'enrôlement biométrique, les libertés politiques et publiques, de la reconnaissance des partis et d'autres questions ayant trait donc à l'actualité nationale. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Bakary. Merci donc pour avoir répondu à notre invitation malgré votre agenda. D'abord, je vais vous poser une première question vous concernant directement et concernant votre parti. Où en êtes-vous réellement avec la reconnaissance des FPC? Laissez-moi d'abord vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau, parce que ça fait quelques années que je suis proscrit des plateaux de télévision. Lorsqu'on s'écarte de la pensée unique, la censure s'abat. Donc je vous remercie de m'inviter sur votre plateau. Ensuite, on voit également de moins en moins l'expression française dans ce pays. Je crois qu'on vise à l'extinction de cette langue, hélas. Maintenant, pour répondre à votre question, la reconnaissance de notre parti est au point mort. Nous avons interpellé à plusieurs reprises la Cour suprême. Ça fait depuis 2014, notre dossier est pratiquement au niveau de la Cour suprême. 2015, notre dossier est la Cour suprême. Et il n'y a pas 2 mois qui passent sans qu'on ne fasse des lettres de rappel. Mais le dossier reste bloqué. Ils ne veulent pas le juger. Mais comment expliquez-vous le fait que votre parti ne soit pas reconnu et malgré cela, vous participez de temps en temps à des activités officielles? Vous êtes invité par le pouvoir, par exemple. C'est bizarre quand même. Parce que c'est l'incohérence qui nous gouverne. C'est l'incohérence qui nous gouverne, sinon effectivement ça ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas nous reconnaître de facto et refuser de nous reconnaître de jure, en toute logique. Mais bon, chez nous, nous avons une logique particulière qui ne répond à aucun canevas de l'extérieur. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, à mon avis. Est-ce qu'on peut savoir quelle est votre relation, quelle a été votre relation avec l'ex-pouvoir du président Aziz? Parce que je crois que votre retour au pays avait coïncidé avec son régime. D'aucuns se posent des questions. Est-ce qu'il n'y avait pas, vous n'avez pas reçu des promesses de la part du pouvoir pour rentrer au pays? Est-ce que vous n'avez pas eu des garanties pour pouvoir mener donc la politique comme vous l'entendez également? On veut un peu en savoir un peu plus sur ces relations-là. De me poser cette question, parce qu'il y a eu tellement d'interprétations sur cette question, de lectures différentes, et j'appellerais partisans, ce qui serait peut-être bon de comprendre exactement ce qui s'est passé. Il y en a même qui ont été très loin pour estimer que nous avons bradé notre cause en négociant avec le pouvoir du président Abdelaziz. En vérité, il n'en est rien. J'ai déjà expliqué à l'époque, si vous m'aviez suivi à la télévision Watania, dans quelles conditions nous sommes rentrés. D'abord, à l'extérieur, en 2010, nous avions rencontré, je crois, c'était en 2010, nous avions rencontré le président Sidi Ould Cheikh Abdallah à l'époque, lors de sa présence au mois de septembre aux Nations Unies pour les travaux des Nations Unies de septembre habituels. Et quand nous avons longuement discuté, il nous a invités à rentrer. C'était un homme très compréhensif et très porté vers le problème et déterminé à leur trouver des solutions.
Donc nous avons convenu ensemble, m'a expliqué que puisque de venir et de poser les problèmes à l'extérieur, à l'intérieur du pays, il verrait ce qu'il pourrait faire. Mais dans tous les cas, il ne pourrait rien faire si nous restons à l'exil. Donc c'est sur cette base-là que, appréciant la situation dans l'ensemble de nos structures de base, nous avons tenu un congrès pour entériner notre retour. Donc nous avons décidé de rentrer en 2013. Entre-temps, il s'est produit ce qui s'est produit. Ils l'ont éjecté du pouvoir parce que simplement il avait la volonté de régler cette problématique. Mais en y réfléchissant, nous avons dit que puisque la décision est prise de rentrer, il faut rentrer. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cet accident de parcours qu'il faille reporter notre retour. D'autant plus que la lutte ne peut pas continuer l'exil éternellement. Donc c'est ainsi que nous sommes redéployés et que nous sommes venus. Et quand nous sommes venus, le président Aziz était là. Bien sûr, il y a eu un processus. Avant que nous nous redéployions, nous avons envoyé des missions à intervalles réguliers, une mission de prospection par la section du Sénégal à l'époque, on nous appelait ça section. Puis après, le vice-président des Flammes à l'époque est venu pour mieux préparer notre retour. Et venant, il a pris langue avec le président pour l'informer que nous rentrions. Il n'y a aucun deal qui a été pris, qui avait été négocié entre le président Aziz et nous. Non, on l'a juste informé que nous souhaitions rentrer. Il a donné son accord de principe, mais sans aucun deal, sans aucun engagement particulier, il ne nous avait rien promis du tout. Différemment du président Sidi Ould Cheikh Abdallah. Voilà, donc il n'y a eu aucun deal. Il n'y avait pas de deal entre vous et Aziz. Non. Aucun. Et est-ce qu'on peut considérer quand même que votre relation avec le pouvoir actuel est meilleure que celle que vous aviez avec le président Aziz? Bon, on peut dire que peut-être qu'à un moment donné, le rapport que nous avions avec le président Abdelaziz a été plus ou moins conflictuel du fait de mon arrestation lors de nos manifestations après les élections justement du président Razouani, parce que nous également qui n'ont pas suivi les normes à notre avis. Sinon, nous, avec le président Aziz, nous dialoguions et il m'a invité, nous nous sommes rencontrés 2 fois. Nous avons discuté politique, même si nous ne nous entendions pas sur certaines questions. Avec ce président, nos rapports ne sont ni bons ni mauvais. Bon, il m'a invité une seule fois à discuter. Nous sommes venus, nous avons discuté. C'était par rapport aux questions de fond. Bon, je lui ai laissé entendre que nous étions disposés à accompagner à condition qu'il y ait une volonté politique de règlement des questions de fond. À partir de cet instant, il n'a plus été question de m'inviter ou de me recevoir à la présidence. Donc nos relations, pour aller faire court, ne sont ni bonnes ni mauvaises. Voilà, c'est qu'elles sont. Aux concertations du mois de septembre 2021, je crois, avant les élections. Les concertations qui étaient organisées sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Non, mais le ministère de l'Intérieur, les concertations du ministère de l'Intérieur concernaient les partis légaux. Nous ne sommes pas reconnus, donc nous ne pouvions pas participer à ça. Voilà. Non. Autre question, donc, concernant le mouvement, votre mouvement initial qui est le mouvement des Flammes. En fait, à l'époque, on parlait de la partition du pays qui était préconisée par ce mouvement. On veut savoir, est-ce que vous faisiez partie de ceux qui soutenaient, par exemple, cette partition-là? Parce qu'on parlait vraiment d'une partition du pays avec la création d'un autre État au niveau de la vallée. Cette idée avait été avancée à l'époque et défendue par certains. Tu sais, enfin, vous savez, dans notre pays, il y a plein de ragots. Et en général, les gens ils parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Il n'a jamais été question dans notre littérature de scission ou de partition ou de séparation. Vous trouverez ces termes dans
aucune de nos déclarations de politique générale. Ça n'a pas existé. Par contre, ce que nous avions préconisé, et c'est ce que nous préconisons jusqu'à présent en tant que FPC, c'est un redécoupage territorial dans le cadre de l'État unitaire. Un redécoupage territorial qui respecterait certaines aires culturelles, mais qui inscrirait son action dans le cadre de l'État unitaire. Ainsi, nous avions préconisé la mise en place de 4 grandes régions. La région de l'Est, la Saba, le Haut-Charkhi, le Haut-Arabi, comme des régions à vocation pastorale. Le Guidimaka, le Gorgol et le Waalo comme une région à vocation agricole. L'Adrar et le Tiris comme une région à vocation minière. Le Tagan, le Trarza, le Tagan et le Brakna comme une région agro-silvopastorale à vocation. Donc c'est comme ça que nous avions estimé qu'il fallait découper la Mauritanie tout en restant dans le cadre unitaire. L'intérêt de ce découpage est multiple. D'abord, c'est des régions qui vont se développer sur la base d'une vocation qui existe, premièrement. Deuxièmement, la densité démographique de chacune de ces régions serait suffisamment importante pour en faire un marché, différemment des petites régions qui existent aujourd'hui et qui ne permettent pas aux communes de fonctionner. Troisième élément, ces régions dotées de petits pouvoirs, de structures, d'institutions parlementaires et exécutives, géreraient leur propre terroir. C'est-à-dire que l'État central garderait un certain nombre d'attributs, ce qu'on appelle les attributs de souveraineté, la défense, les transports, la télécommunication et les affaires étrangères. Tous les autres pouvoirs reviendraient aux régions. Et ça permettrait donc, avec la démographie de ce découpage-là, on permettrait à ces régions de faire de ces régions un marché viable, différemment des régions qui existent maintenant. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est, compte tenu du fait, comme on dit, que l'un des villages est souvent le plus mal bâti, en responsabilisant les gens chez eux, on limite les risques de détournement, les risques de mauvaise gestion, les risques de gabegie. Parce que lorsque vous travaillez pour vous-même, il y a des chances que votre gestion soit beaucoup plus appropriée, beaucoup plus saine. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est compte tenu de ce qui existe maintenant, c'est-à-dire que chaque tribu, chaque ethnie souhaiterait avoir des nominations au niveau central, en responsabilisant les gens chez eux, cette tendance-là à vouloir être nommé au niveau central va diminuer. Mais l'intérêt le plus important, la raison la plus importante, c'est que ça décrisperait la tension sociale qui existe en ce moment entre les différentes composantes nationales. Certaines composantes sont exclues, totalement exclues. Et lorsqu'on leur donne une possibilité de gérer chez elles, la tension qui existe entre les différentes communautés, à défaut d'être supprimée, au moins serait fortement atténuée. Donc il y a un intérêt, c'est une vision que nous avons, et parce que nous estimons que l'État unitaire central tel qu'il est défini jusqu'ici n'a pas fonctionné, il faut chercher d'autres voies, il faut chercher d'autres solutions. Nous ne disons pas que c'est la meilleure solution, mais s'il y a d'autres qui ont une meilleure solution que celle-là, nous les invitons à les proposer. Donc c'est dans ce contexte-là. Il n'y a jamais eu cet esprit. Donc le découpage de la Mauritanie en ces 4 régions ne constitue pas une séparation ou une scission ou une partition. C'est des pôles économiques. Oui, exactement. Voilà. Exactement. Donc ça a été juste comme on dit, des gens qui ont fantasmé. Il y a certains qui parlaient d'autonomie également, d'une autonomie. Voilà. L'autonomie des régions. Voilà, des régions. C'est l'autonomie des régions, mais l'autonomie des régions est inscrite dans le cadre unitaire. Unitaire. Voilà.
Il n'a jamais été question de partition ou de séparation. Ça, c'est un peu... C'est plutôt une tendance peut-être vers un État peut-être fédéral. Plus ou moins. À la nigériane, par exemple. Ça existe de par le monde, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Voilà. Il y a également certains qui se posent la question, c'est une question qui se pose au niveau de la scène également, qui vous concerne, hein, vu votre parcours bien entendu politique. Donc, est-ce que on se demande, est-ce que vous aviez un jour soutenu la nécessité de porter des armes contre le pays? Et on veut vraiment savoir de vous, parce qu'il y a des gens qui disent que bon... Tout ça, c'est comme on dit, c'est des gens qui veulent revenir sur le passé. Mais la question que qu'on devrait reposer à ces gens-là, est-ce que lorsqu'il y a eu la Nakba dans le monde arabe, est-ce que la Palestine n'a pas pris les armes? Ce que ces éléments ont subi au cours de la Nakba, nous avons subi pareil, sinon plus. Tout peuple digne qui a subi ce que nous avons subi, nécessairement recourrait à ce que nous avons fait. S'il ne fait pas plus, au moins il recourrait à ça. Donc en son temps, cette question était légitime, cette défense était légitime, nécessairement. C'est tout. Donc la question ne se pose pas, quoi. Ah oui, tout peuple mis dans les conditions dans lesquelles nous avons été subis, réagirait de cette même façon-là, à mon sens, sinon peut-être beaucoup plus fermement. Voilà. Merci. Maintenant, on va parler de la situation politique actuelle. Est-ce qu'à votre avis, l'opposition s'est relevée de sa débâcle au cours des dernières élections? On sait que vous-même, vous étiez candidat à la députation. Pourquoi la victoire n'était pas au rendez-vous? Surtout que quand même, vous étiez dans votre fief. Mais on s'attendait vraiment la victoire ne pouvait pas être au rendez-vous parce que les conditions de transparence n'étaient pas là. Il ne s'est rien féodé. Un ministre de l'Intérieur qui dicte cette structure-là, cette CEDI-là. Des bureaux de vote qui refusent systématiquement de rendre les bulletins de vote. Le bourrage des urnes, l'achat de conscience. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, il puisse y avoir, il puisse y avoir des conditions de transparence telles que ceux qui méritent d'être élus soient élus. Ce n'est pas possible. Le gouvernement a fait ce qu'il a voulu et tout le monde sait que les élections ont été ce qu'elles ont été. Et à mon sens, ne passait que ce qu'on voulait qu'il passe. Sinon, si les conditions avaient été différemment, oui, Vous pensez qu'un jour les élections seront transparentes? Parce qu'à chaque fois qu'on a des élections, l'opposition crie au scandale et dit qu'il n'y a pas eu de transparence, que les élections ont été truquées. Est-ce que quand même ce n'est pas un peu exagéré de la part de l'opposition? Mais si nous pouvons prouver que les élections ont été truquées et qu'elles l'ont été effectivement, mais l'opposition devra pouvoir le dire et le défendre. Ce qui est incohérent, c'est de dire que les élections ont été truquées, n'ont pas été transparentes et à vouloir s'opposer à ça, puis après tourner Kazakh. C'est ça qui est incohérent. Mais les élections n'ont pas été transparentes, du tout. Et c'est à juste titre que l'opposition s'offusque. Logique. Mais bon, malheureusement, ce ressenti n'a pas été poursuivi. Et pourtant, on a vu par exemple qu'il y avait quand même des missions d'observation qui étaient là et qui ont vraiment donné un satisfecit sur tous les plans, notamment la mission de l'Union africaine. Mais dans toute l'Afrique, à chaque fois qu'il y a eu des élections, ces missions ont été pour dire que les élections sont plus ou moins passées de façon démocratique et que les vices de forme qu'il y avait ne peuvent pas annuler la crédibilité des élections. Et ça a toujours été le même discours partout en Afrique où les élections sont produites. Là, l'unité a fait plutôt donc ces missions ne sont pas crédibles. Mais pas du tout. Et ça, vous le savez, nous le savons, et eux-mêmes le savent.
C'est juste un peu une espèce de copinage pour venir entériner ou valider ce qui se passe dans les pays en question. C'est comme ça que je vois ça et je crois que beaucoup de gens aussi le voient de cette manière-là. Récemment, nous avons assisté à la signature du pacte républicain qui a été signé entre le pouvoir et des partis de l'opposition, des partis considérés comme très sérieux, comme le RFD et l'IFP. On voudrait savoir qu'est-ce que vous pensez de ce pacte-là, parce que apparemment c'est un pacte qui prend en compte tous les grands problèmes du pays. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu le pacte. J'ai lu comme tout le monde ce qui est paru dans les réseaux sociaux et dans les médias. J'ai lu comme tout le monde, mais je n'ai pas eu le pacte des mains des auteurs même. Mais la question, ce n'est pas seulement le contenu du pacte, la question c'est d'abord la forme. Ces deux partis qui vont signer avec un troisième parti un pacte républicain et qui dit on engage le président de la République. Rien ne nous le prouve. Rien ne prouve que le président de la République est engagé dans cette question. Rien ne le prouve, c'est juste, il faut les croire au mot. Deuxième élément, si l'opposition, en vérité, l'opposition en tant que telle, si on voulait que ce pacte républicain soit crédible et entraîne tout le monde, il lui était nécessaire de prendre contact avec l'ensemble de l'opposition, de discuter avec elle, de s'entendre avant d'aller dialoguer avec le parti au pouvoir. Moi, je pense qu'il y a vice de forme, à ce niveau-là. Et le dernier élément, c'est le contenu. Le contenu qu'on a vu, oui, c'est peut-être un contenu acceptable, mais rien ne prouve que le dialogue, si nous nous référons au dialogue qui a été suspendu unilatéralement et brutalement peu avant, rien ne prouve que ce dialogue également qui se dessine actuellement irait jusqu'au bout. D'autant plus que ces deux partis qui signent avec un troisième parti, ça n'engage que des partis à mon sens. Donc de mon point de vue, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'ensemble de l'opposition. Je ne pense pas que ce soit une initiative assez comment dirais-je, efficace, inclusive et qui aide l'opposition à se retrouver à parler d'une même voix. C'est dommage. Bien, récemment, il semblerait qu'il y a eu des réunions au niveau de l'opposition. Je ne sais pas si vous avez été conviés. Oui, nous avons été invités. Nous avons été invités par l'institution de l'opposition la réunion avait pour ordre du jour de voir si, en tant qu'opposition, d'abord, est-ce que nous étions prêts à discuter des problèmes de ce pays-là et de nous retrouver pour voir un peu quelle orientation nous devrions donner à notre action si jamais il devrait y avoir action. Bon, c'est juste un premier contact. Pour le moment, rien n'est encore clair et rien ne se dessine de façon concrète. Mais au moins, il faut féliciter Tawassoul plutôt l'institution de l'opposition, pour avoir pris cette initiative d'essayer de rassembler, d'essayer d'amener l'opposition à discuter, à parler d'une même voix, autant que faire se peut. Est-ce que vous croyez vraiment à une union de l'opposition, surtout en perspective de l'élection présidentielle ça va être difficile. Qui est très proche? Je suis très sceptique. Je dis que je suis très sceptique parce que, comme je dis, ceux qui ont fait leur pacte sans associer tout le monde. Et ceux qui n'ont pas été associés au pacte n'ont pas également une vision claire de leur action commune. Et je ne sais pas, je suis très sceptique, je ne pense. Mais bon, espérons que ça aille dans le bon sens. Mais quand même, vous êtes d'accord que l'opposition est très divisée, que je dirais qu'elle est phagocytée complètement. Il est très morcelé, très éclaté. Il n'y a rien à dire là-dessus. Vous avez parfaitement raison de faire ce constat-là. Donc vraiment, est-ce qu'elle a une chance pour peser sur la vie politique? Parce que dans cette situation-là, vraiment, à moins que la fraction importante ne se reprenne, à moins qu'on se reprenne, il y a très peu de chance, effectivement, parce que le boulevard est ouvert, il n'y a aucune personnalité de statut qui puisse un peu se présenter à l'opposé.
Et ensuite, jusqu'ici, nous n'avons même pas abordé cette question de perspective des élections. Nous sommes plutôt restés dans les généralités. Donc, si nous ne nous reprenons pas, bon, c'est le boulevard ouvert. Dans quelques mois. Je comprends ça, mais bon, espérons que nos réunions aillent dans le sens d'aborder cette problématique. Espérons-le. Jusqu'ici, ça n'a pas été très clairement précisé. Il y a une autre problématique ou question qui continue vraiment à tenir en haleine les populations mauritaniennes. Il s'agit du recensement biométrique. Parce que les autorités ont déclaré qu'elles vont clore ce recensement d'ici quelques semaines, donc à la fin de l'année. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Et est-ce que vous croyez réellement que c'est une bonne décision? C'est Bakary, le drame, c'est qu'en Mauritanie, nous avons des politiques incohérentes. D'abord, ça fait 10 ans que ce truc-là dure. Or, il y a des pays 10 fois plus peuplés que nous. L'Inde a terminé son recensement en moins de 10 ans. Donc, si la Mauritanie, qui a 2 millions, ou plutôt 4 millions maximum de pour population, 4 millions d'habitants, si ça fait 10 ans que ça traîne, et que les gens en bon nombre n'arrivent pas à se faire recenser, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais si nous allons dans les centres de recensement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les Haratines et les négro-africains sont laissés pour compte. Il y a une volonté politique à bloquer délibérément cette catégorie de population. Ensuite, toujours pour montrer qu'il n'y a pas cette volonté politique de régler la question. Mais ça fait quand Razouani est venu, immédiatement, il avait dépêché une mission qui avait été à l'époque dirigée par Thiam Diombar. Mais comment cette mission a fini? Mission qui devrait aller enrôler, dans le but d'enrôler ce qui avait été laissé pour compte. Comment cette mission a fini? On l'a écourtée parce qu'on a su, comment dirais-je, Dokan ont taxé Thiam Diombar d'aller enrôler des Sénégalais. La mission a été écourtée. Tout récemment, une deuxième mission encore a été commandée par le président, initiée par le président, d'aller pour mettre fin à, comment dirais-je, au dernier blocage des populations, dans l'enrôlement des populations, en tout cas au niveau de la vallée du fleuve, pour ce que j'en sais. Mais il n'y a aucun résultat. Il y a un blocage manifeste d'enrôlement des populations. Qu'est-ce qui a été fait? Quelles mesures punitives ou de sanctions ont été prises? Aucune. Donc il n'y a pas de... Et maintenant, non seulement on ne veut pas, comment dirais-je, on ne fait rien pour enrôler les populations qui ne l'ont pas été jusqu'ici, mais en plus on veut également limiter le temps d'enrôlement à décembre. Mais c'est un non-sens. C'est juste un non-sens. Comment dirais-je, ça valide la thèse qu'effectivement le gouvernement n'a pas la volonté politique d'enrôler ces populations laissées pour compte jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est le constat qui s'impose. Il n'y a pas de volonté politique d'enrôler les populations qui n'ont pas été jusqu'à présent. Voilà. Ok, venons-en à cette question d'unité nationale. Parce que là, vous avez quand même dit que cet enrôlement-là, généralement, ce sont les populations négro-africaines, haratines qui sont bloquées. Donc cela nous amène à la question de l'unité nationale, qui est une question qui est toujours là, de la cohésion sociale également, qui est d'ailleurs cette question qui est l'un de vos chevaux de bataille. Quelle évaluation faites-vous de cette unité nationale, de cette cohésion sociale aujourd'hui en Mauritanie? Quel constat vous faites quand vous regardez, comment dirais-je, l'action du président Razouani sur cette question-là? Je dirais que, et je ne suis pas le seul à le dire, des cadres intellectuels arabo-berbères le disent également, qu'il n'a pas pris en compte l'identité plurielle du pays, la diversité ethnique du pays. Qu'est-ce qu'on constate? L'oppression continue. Au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan social, au niveau de l'armée,
au niveau des médias, c'est devenu pratiquement une affirmation d'une identité, la Mauritanie arabe et rien d'autre. Donc, c'est le chauvinisme. La question nationale est devenue encore plus aiguë parce qu'ici, on veut absolument imposer une langue sur une autre, une culture sur les autres. Et c'est ce qui s'est fait au niveau de l'éducation. En l'éducation, on a pris cette loi d'orientation absolument ambiguë. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est restée floue sur certaines questions que nous avions dénoncées à l'époque. Mais le flou, c'était juste destiné à cacher le jeu du gouvernement, le jeu du ministre de l'Éducation. Nous voulons engager, on dit qu'on va engager l'enseignement de langue nationale. C'est très bien. Mais on va engager l'enseignement de langue nationale sans aucun, sans aucune évaluation, et tout en changeant le contexte dans lequel on engage ces réformes-là. Pour engager quelque chose, on garde d'abord le statu quo dans lequel nous étions. Nous étions dans un statu quo où c'était l'arabe et un peu le français, globalement. Les langues, les matières scientifiques étaient enseignées en français, et les autres matières sont enseignées en arabe, même si au niveau du secondaire, la majorité des matières ont été arabisées, ce qui pénalise, soit dit au passage, les enfants négro-africains. Donc, on veut engager des réformes éducatives, on veut s'engager sur l'enseignement de langue nationale, mais sans déterminer une période de transition qui puisse respecter le statu quo qui existe. Non, on dit, on va engager l'enseignement de langue nationale, mais pour l'instant, toutes les disciplines, tout l'enseignement se fera en arabe. Au nom de quoi? Ce n'est pas une volonté d'assimilation des uns et des autres, d'une composante nationale. Donc, la question de l'unité nationale, pour répondre un peu à ta question, sous l'égide du président Ghazouani, est une question maltraitée. C'est une question absolument, on ne se gêne plus. On veut absolument assimiler les gens, et on veut absolument les amener par la force des choses à accepter une langue et une culture. Et c'est pourquoi je ne crois même pas à ce qu'on dit aujourd'hui qu'on va enseigner la langue nationale. Je n'y crois pas tellement au regard de l'expérience passée. Mais pourtant, il y a des jalons qui ont été déjà posés. C'est de la démagogie. Il y a la création de l'IPELAN. Oui, mais c'est de la démagogie. Pour moi, c'est de la démagogie. Si c'était vrai qu'on veut absolument inscrire l'enseignement de ces langues dans la bonne direction et avec une volonté politique réelle, on garderait une période de transition. On garderait une période de transition, on ferait une évaluation d'abord et on tiendrait compte des acquis de l'expérience des années 2000. Ce n'est pas le cas. On veut recommencer à zéro, table rase, comme si ça n'a jamais existé. Donc, c'est qu'il y a les motifs ou les raisons qui ont amené à suspendre, à arrêter l'expérience de l'INL dans les années 2000 sous le régime du président Oultaya, ce sont les mêmes raisons qui vont revenir parce qu'on va enseigner les langues nationales, on va expérimenter les langues pendant quelques temps, et au bout du compte, on nous dira non, l'expérience n'a pas été concluante, allez, tout le monde à l'arabe. C'est vers ça que nous risquons d'aller. Et il y a 80% de chances, parce que le pouvoir nous montre pas. Un pouvoir qui était soucieux de l'unité nationale n'entame pas comme ça, n'engage pas comme ça ce type de réforme. C'est parce qu'il cache juste son jeu, et certains y croient. C'est de la naïveté. Donc, en votre qualité de spécialiste de l'enseignement, peut-être pas spécialiste, mais en tout cas technicien de l'enseignement. Oui, technicien de l'enseignement. Voilà, vous ne croyez pas à cette loi d'orientation? Mais c'est de la démagogie. Et à cette école républicaine qui est actuellement... Quelle école républicaine? Actuellement, on parle de l'école républicaine qui est en vigueur. L'école républicaine est une école qui nivelle les différences sociales. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On privilégie une culture sur les autres. On nie l'identité des autres. On veut uniformiser la Mauritanie. C'est ça l'école républicaine. Et on fait échouer massivement une catégorie au profit d'une autre catégorie qui émerge. Une école républicaine ne se définit pas de cette façon-là. Non. Et puis, regarde, pour en prendre un autre exemple, on demande aux gens de venir avec un uniforme et de s'acheter les uniformes. Les gens qui n'ont pas à manger vont s'acheter un uniforme. Et non, il y a une incohérence. On nous dit, non, on va à l'arabe.
Et c'est l'arabe qu'il faut imposer à tout le monde, mais on laisse ceux-là qui sont dans l'élite amener leurs enfants à l'école française. Et on sait qu'ils amènent leurs enfants à l'école française sous prétexte d'une double nationalité. C'est d'abord des Mauritaniens. Pourquoi le régime ne sévit pas ou n'agit pas contre? Non, il n'y a pas de sérieux. C'est juste une idéologie qu'on veut mettre en place et on a un agenda, on a un objectif. Depuis Ould Daddah, il faut faire de ce pays un pays arabe et point à la ligne. Et on est dans le même sillage. Ça n'a pas changé. Mais actuellement, quand même, rien que quand on regarde sur le plan logique, au niveau de la langue d'enseignement, au niveau du système éducatif mauritanien, ça doit être soit le français, soit l'arabe. Et donc, est-ce que vous ne trouvez pas normal que l'arabe soit privilégié sur le français? Ça ne doit pas être soit le français, soit l'arabe. Ça doit être une période transitoire. Ça doit être que chaque enfant étudie d'abord dans sa langue. C'est ça qui est juste. Que chaque enfant étudie dans sa langue et reste dans sa culture. C'est ça qui est juste. Et ensuite que les enfants mauritaniens parlent d'abord leur langue nationale. C'est ça qui était l'expérience de l'ILN des années 2000. Elle a été concluante, elle était très bonne, elle a été suspendue. Pourquoi? Pourquoi on suspend quelque chose qui est bon et qui permet une communication entre les enfants mauritaniens? Donc ce n'est pas une question de c'est soit l'arabe, soit le français, non. C'est pour la période transitoire, c'est ce qui existe devrait continuer d'exister. C'était l'arabe et le français. Ça devrait continuer jusqu'à ce qu'on sache jusqu'où quel a été le résultat de l'expérience engagée présentement. C'est comme ça que ça devrait aller. Ce n'est pas le cas. Oh non, ce n'est pas le cas. On dit engagez-vous dans une réforme de langue nationale. On va engager plutôt engager l'enseignement de langue nationale, mais entre-temps, il faut aller mettre tout le monde dans l'arabe. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors que déjà le système tel qu'il était d'abord, il pénalisait les négro-africains. Maintenant, ça va être pire. Ces enfants qui émigrent, ces gosses qui s'en vont. Parce qu'il y a un échec massif. Tous nos enfants sont devenus des mécaniciens, des plombiers, des menuisiers. C'est ça qu'on cherche à faire. Mais voilà. Donc le système scolaire est l'un des plus discriminatoires. Parce que simplement, il y a une idéologie derrière. Et pour vraiment remédier à tout cela, à ces obstacles qui se dressent donc devant l'unité nationale, qu'est-ce que vous préconisez, vous? Mais je préconise d'abord qu'on soit conscient que le fossé s'élargit et ensuite qu'on ait une volonté politique réelle de réconcilier les Mauritaniens. Pour réconcilier les Mauritaniens, il faut dialoguer sur les questions de fond, qu'on ait des solutions consensuelles. S'il n'y a pas tout ça, c'est juste une idéologie qui domine sur les autres. Comment on va, trouver des solutions adéquates concernant l'enseignement et même concernant tous les autres secteurs du reste? Voilà, la solution existe, mais encore faut-il qu'on en discute et qu'on voit quelles sont les meilleures solutions pour notre pays, quelles sont les meilleures solutions qui créent l'apaisement. Ce n'est pas le cas. On veut juste imposer une ligne et il faut rester là, et une ligne, et la ligne, c'est l'arabité du pays. Et là, on va en venir à la situation des droits de l'homme dans le pays, au respect également des libertés individuelles et collectives. Pendant le mandat du président Razouani, des voix se sont élevées pour dire qu'il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme, il y a également une restriction des libertés. Est-ce que vous partagez cet avis? Tout à fait, et je crois aussi que vous le partagez. D'abord, il n'y a pas mieux placé que le rapport des Nations Unies paru récemment, qui met l'accent sur l'ensemble des violations qui existent à tous les niveaux. À tous les niveaux, même s'il y a, disent-ils, par diplomatie, quelques progrès, mais globalement, les violations des droits de l'homme sont là, elles sont criantes. Maintenant, lorsque vous parlez, vous êtes obligé de vous retenir, de mesurer vos mots, de bien les penser avant de vous exprimer. Sinon, on dit violation sur les symboles. On ne peut plus critiquer le chef de l'État. Parce qu'on peut accepter qu'il ne faille pas vilipender le chef de l'État, en tout cas insulter le chef, mais ne pas le critiquer, ne pas critiquer sa gestion. Et dès que vous le faites, vous êtes menacé d'avoir violé les symboles de l'État.
où est-ce qu'on va? C'est la dérive. Même du temps du président Aziz, ce n'était pas comme ça, de mon point de vue. Mais est-ce que quand même cette loi-là ne se justifie pas, vu quand même les violations très graves vraiment de la vie privée qu'on voit pratiquement quotidiennement, notamment sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne fallait pas une loi coercitive pour essayer vraiment de canaliser tout cela? Je crois que la décence oblige à respecter le président de la République. Ça, c'est quand même le président de la République. Parler du président de la République en des termes mesurés. Mais ne pas critiquer le président de la République. Parce que simplement, il est le président de la République. C'est un non-sens. Dans tous les pays du monde, on critique le président de la République. Il y en a même partout, quelque part où on les insulte. Sauf ici. Maintenant, on ne peut plus parler de ça, on ne peut plus parler des problèmes, des problèmes de coexistence. Donc, vous en parlez, on dit non, vous êtes en train comment dirais-je, d'inciter à la division nationale, à mettre en péril l'unité nationale. Mais les problèmes, ils existent. Si on ne met pas les doigts sur les problèmes, comment on va les résoudre? Donc, on n'ose pas parler des problèmes de discrimination qui existent, on n'ose pas critiquer le président de la République sur sa gestion. Et on va où? C'est la dérive. Et ensuite, la question de l'esclavage est là, qui n'a jamais trouvé de solution. On crée des tribunaux, on crée des lois, mais qu'on n'applique pas. Et quand on les applique, pour peu que quelques individus sont emprisonnés, c'est pour quelques jours ou quelques semaines. On les sort comme d'habitude. Si on doit juger, généralement les gens ne sont pas là, les coupables ne sont pas là, on les juge par contumace. C'est juste le problème. C'est comme si on se moquait du public, on se moquait de l'opinion nationale et internationale. On ne fait rien de sérieux. C'est mon impression. Donc cette ouverture dont on a beaucoup parlé, cette ouverture politique, et cet apaisement dont on a fait état durant en tout cas le mandat du président Ghazouani, pour vous, en tout cas, ça n'existe pas. Et tu vous posais la question tout à l'heure sur l'opposition. C'est là, ça a été le piège dans lequel l'opposition s'est jetée. Parce que cet apaisement n'a profité qu'au président Ghazouani. Et qui, au bout du compte, l'opposition a été domestiquée. La démocratie suppose un pouvoir qui gouverne, il gouverne en tant que pouvoir, et une opposition qui s'oppose. C'est ça la démocratie. Une opposition qui existe, qui s'oppose, et un pouvoir qui gouverne. Mais le tableau auquel nous assistons actuellement, ou en tout cas une bonne fraction de l'opposition n'est plus de l'opposition. Ils ne veulent plus s'opposer. Ils sont dans la majorité, presque dans la majorité présidentielle. Reçus à tour de rôle au niveau de la présidence. Mais comment vous expliquez cela? Est-ce que ça veut dire que ces opposants ont été tout simplement soudoyés par le pouvoir, ont eu des avantages quelconques, ou comment se fait-il qu'ils puissent abandonner vraiment leur position d'opposant et tomber dans les bras du pouvoir? On peut être domestiqué de différentes manières. On peut être domestiqué parce qu'on a des intérêts, on peut être domestiqué parce qu'on a été trompé, on peut être domestiqué parce qu'on s'est trompé. Bon, en tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'au moins, pour certains, et en tout cas, c'est flou. Si on voit, vous êtes un opposant, mais vous faites nommer vos militants par le pouvoir. Il va être difficile de s'opposer à un pouvoir auquel on demande des prébendes. Voilà. Il y a aussi ça qui pose problème. Est-ce que ce n'est pas une forme vraiment de participation au pouvoir également qui... Mais c'est très bien, participons au pouvoir, oui, mais est-ce que ce n'est pas une bonne chose aussi, parce que l'opposition... Non, moi je suis d'avis que le pouvoir, comment dirais-je, l'opposition s'oppose, le pouvoir gouverne. Je suis d'avis, si on essaie de passer de l'un à l'autre, on crée un flou. À mon avis, si on demande à avoir ces éléments nommés par-ci, nommés par-là, on ne peut pas... Donc vous êtes contre les gouvernements d'ouverture, par exemple? Non. Le président Ghazouani peut actuellement appeler des opposants. Mais le danger, c'est justement de museler l'opposition. Quand tu veux nommer quelqu'un ou tu veux faire nommer tes militants, tu ne peux pas critiquer le pouvoir, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, il y a des intérêts à défendre, il a des intérêts à défendre, mais si par compromis je te nomme des gens, eh bien, je vois mal que tu ailles après critiquer ma gestion quand même, il faut être réaliste. Non,
Je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Mais donc, pourtant, ce modèle de cohabitation a existé même dans des pays comme le Sénégal. Pourquoi ça Mais le Sénégal, la différence au niveau du Sénégal, c'est que le Sénégal appelle à un dialogue à travers son président de la République. Il y a des États, il y a une politique de discussion, de dialogue. C'est ça qui conduit à l'apaisement. Ici, ce n'est pas un dialogue, c'est un dialogue avec certains. Ce n'est pas un dialogue avec tout le monde. Ce n'est pas un dialogue sélectif, ce n'est pas un dialogue appelé également par le président de la République. C'est un dialogue, comme on dit, sous la table, entre parti et parti. C'est quoi ça? C'est voulu, quoi. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe au Sénégal, c'est un peu une prise de conscience de l'ensemble de la classe politique de se retrouver pour discuter des problèmes. On n'a pas ça ici. Pas l'ensemble de la classe politique qui se retrouve sur la décision du président de la République parce qu'il est soucieux du développement du pays, il est soucieux de la conduite des affaires, il est soucieux du danger dans lequel nous vivons pour appeler les gens à discuter et pour trouver des solutions. Ce n'est pas le cas. On discute avec certains de façon soit bilatérale, soit par petits groupes. Voilà, ce n'est pas un dialogue national. Et la Mauritanie a besoin de ça, un dialogue national sur les grandes questions de fond. C'est mon avis. On va en venir un peu au volet économique. J'ai quand même une question ou deux sur l'économie, sur la situation économique vraiment du pays, la gestion des affaires publiques. Est-ce que vous reconnaissez les avancées sur ce plan-là, des avancées qui sont quand même présentées par le gouvernement actuel, qui en tout cas considère qu'il y a eu vraiment des avancées intéressantes sur le plan économique, notamment avec le taux de croissance et puis les indicateurs qui sont au vert actuellement. Est-ce que vous reconnaissez? Je ne crois pas d'abord à ce truc-là, parce que ça, c'est les organisations internationales qui mesurent les choses sur la base du taux de croissance, etc. Mais les taux de croissance en Afrique ne se sont jamais manifestés, ne se sont jamais traduits par une amélioration des conditions de vie des populations ou par une amélioration du panier de la ménagère. Jamais. Donc, comme disait quelqu'un, ce type de croissance, je ne suis pas un économiste, mais je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que pour moi, la croissance devait se traduire par une élévation du niveau de vie, une amélioration de nos conditions de vie. Ce n'est pas le cas. Depuis combien de temps on est dans les FMI? Depuis les années 80? Qu'est-ce qui a changé pour nous en bien? Au contraire, c'est la régression. Donc, nous brandir les taux de croissance qui traduisent des trucs très abstraits pour moi, tant que ça ne se retrouve pas dans la marmite, je n'y crois pas. Et l'autre élément de la gestion, peut-être, ce qu'on peut, c'est une bonne gestion, et ce n'est pas le cas. C'est la malgouvernance. Le président dit que voilà, il y a le rapport de Cour de compte qui sort, et puis on va prendre un ou deux et on va les dégommer. On les dégomme pour les renommer le lendemain ou quelques mois plus tard. Ça sert à quoi? L'assainissement d'une gestion, c'est à tous les niveaux. Si on voulait assainir, on assainit d'abord la fonction publique qui est truffée de faux fonctionnaires et de faux diplômes. Pourtant, on le sait. Ils le savent, mais ils ne le font pas. Combien de gens travaillent? Combien de gens sont des fonctionnaires fictifs? Combien? Mais quand on n'assainit pas d'abord son propre appareil administratif, on ne peut pas assainir le reste. Non, je ne pense pas que ce président, je ne pense pas que ce gouvernement, dans le cadre de la gestion, fasse ce qu'il faut. Non, actuellement, rien ne marche de mon point de vue. Actuellement, quand même, on s'achemine vers l'exploitation du gaz, et d'aucuns considèrent que ce sera une bénédiction pour la Mauritanie. Ou une malédiction, le gaz n'a pas en tout cas, on considère que vu les ressources quand même qui sont générées, on considère que ce dossier-là va permettre vraiment une amélioration notable. Pourquoi penses-tu que les ressources qui vont être générées vont être mieux gérées que celles qui avaient été générées déjà par le fer et par les ressources halieutiques? Pourquoi penses-tu que ce sera comme ça? Si on n'assainit pas sa gestion, si on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, si on ne responsabilise pas les compétences, comment peux-tu croire que les ressources qui émaneront du gaz seront mieux gérées que celles qui existent maintenant? Non, parce que, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il disait? C'était
Ebnou, je crois. Moussa. Comment on appelle, qui a écrit 40 ans de service, etc., qui a fait un ouvrage là-dessus sur l'arrivée des militaires. Oui, Moussa ou Lebnou. Non, c'est pas Moussa ou Lebnou, c'est Sidia ou Lebnou, quelque chose comme ça. Ah, oui. Sidia ou Lebnou. Mais il disait que l'administration mauritanienne est tombée à partir des militaires. Et c'est ça qui existe, c'est ça que nous sommes toujours dans ce sillage-là. Parce qu'il n'y a pas de... Les militaires sont venus sans canevas administratif, sans conscience de l'État tel qu'il était. Tout a été commercialisé, tout est devenu business. On ne peut pas donc espérer qu'avec le gaz, tant que ça ne changera pas, tant que cette situation, cette façon de gérer les choses ne changera pas, que les ressources du gaz vont nous bénéficier. Et l'autre élément, nous partageons le gaz avec le Sénégal. Mais ce que nous voyons, ce qui se fait au Sénégal ne se fait pas ici. Le Sénégal s'est préparé depuis quelques temps à former des compétences pour gérer cette ressource nouvelle. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas chez nous. On fonctionne au quotidien. On fonctionne, comment dirais-je, à vue d'œil. On gouverne de cette façon-là. Je ne suis pas optimiste, je ne pense pas que, je ne crois pas que les ressources émanant du gaz seront mieux gérées que celles que par le passé, comme ce qui a existé par le passé. Est-ce que vous ne pensez pas que les projets actuels qui sont menés par des instances comme Ta'azour, les projets actuels menés par des instances comme Ta'azour qui en tout cas dépensent beaucoup d'argent en faveur des populations les plus déshéritées, est-ce que vous ne pensez pas que cela constitue quand même quelque chose une avancée notable pour l'amélioration des conditions de vie des populations? Bon, sûrement que Ta'azour donne, octroie certaines ressources à certaines populations. Mais en tout cas, je n'ai pas, au vu des organisations qui existent et qui suivent cette institution de près, je n'ai pas écho que c'est réussi. Il y a également la SNDP qui fait un travail énorme je ne connais pas concernant le poisson. Ça, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le poisson quand même atteint les coins les plus reculés et que l'État veille vraiment à ce que cette ressource-là soit Et tu penses que accessible. les yaïbois qu'on distribue de temps en temps à l'étrier du fleuve a créé un développement? Non, c'est juste pour dire que quand même ça aide un peu les populations dans le quotidien. Ça aide un peu, ça devrait aider davantage parce qu'on a les ressources qu'il faut. Si on avait lutté contre la gabegie, contre le détournement des deniers publics, les populations vivraient beaucoup plus aisément, beaucoup plus décemment. Pourquoi voulez-vous qu'on se contente du peu? Qu'on se contente de quelques yaïbois distribués à l'intérieur, alors que d'autres détournent des milliards, des sommes astronomiques? Non. Moi, je suis ambitieux pour la Mauritanie. Je veux que la Mauritanie ait des ambitions. On a des ressources, on peut faire de sorte que chaque Mauritanien ait un salaire, si c'est bien géré. Ce n'est pas le cas. Voilà. Je vais poser une dernière question concernant la prochaine élection présidentielle. On sait que le président Ghazouani est candidat parce qu'on a vu quand même ces derniers temps une très grande mobilisation au sein du camp de la majorité. C'est dire tout simplement que ce camp-là a une longueur d'avance sur l'opposition qui est complètement divisée, etc. Est-ce que vous croyez aux chances vraiment de l'opposition? Est-ce qu'elle pourrait faire le poids devant le président qui a pratiquement derrière lui toute la majorité et puis qui a tous les avantages pour passer facilement? De toute façon, si les conditions d'élection ne sont pas changées, si on ne peut pas avoir d'élection transparente dans ce pays, quelle que soit la force de l'opposition, le président finira par gagner. Parce que c'est la norme. C'est devenu la norme. Un président qui vient, il fait ses deux mandats, il les fait coûte quelles que soient les conditions, la force ou la faiblesse de l'opposition. A fortiori, quand cette opposition est émiettée et divisée, bien sûr qu'il va passer nécessairement. C'est évident. Bon,
Vous avez quand même la CENI qui est chargée d'organiser l'élection présidentielle. La CENI a organisé les élections législatives de la façon dont elle les a organisées. Vous avez été témoin. Ouais. Et vous pensez que cette CENI va changer? C'est la même CENI qui va organiser d'autres élections transparentes. Vous y croyez, vous? Non, mais est-ce que l'opposition va accepter? Pourquoi l'opposition ne joue pas son rôle et demande à ce que... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je crois que la balle est dans le camp de l'opposition. Nous le disions tout à l'heure que l'opposition était émiettée et que certaines fractions de l'opposition étaient davantage du côté de la majorité. Et celle-là ferait, je ne vois pas comment celle-là s'opposerait à comment ou ferait de sorte que les élections soient transparentes et qu'il y ait même un candidat de l'opposition. Mais si nous pouvions nous ressaisir, peut-être qu'on trouverait un moyen d'avoir une candidature unique. Mais pour l'instant, c'est encore hypothétique. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'issue de cette émission pendant laquelle nous avons discuté de plusieurs points? Si vous avez quelque chose à ajouter, question que vous vouliez évoquer qui n'a pas été soulevée, c'est l'occasion. Non, je pense que vous avez fait un tour d'horizon de l'ensemble des questions qui puissent intéresser les Mauritaniens. Je puis seulement vous remercier parce que ça fait quelque temps, comme j'ai dit, que je n'ai pas été invité dans les travaux des plateaux de télévision. Depuis 2015, c'est le boycott. L'autre élément, c'est un peu d'appeler la classe politique et le pouvoir. Notre pays est à croiser le chemin. Notre pays traverse des problèmes sérieux. Notre pays traverse un problème de coexistence. Il faut qu'on en soit conscient et qu'on comprenne que ça peut, à terme, ça peut mener en danger. Il faut prendre conscience de ça et discuter largement, créer un débat national, instaurer un débat national et discuter des questions de fond pour que ce pays émerge. Parce que quoi qu'on dise, nous régressons alors que les autres avancent. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Donc, merci Bakary. À l'issue de cette émission, nous remercions notre invité, le président Samba Thiam, président des Forces progressistes pour le changement. Donc, merci beaucoup pour votre réponse à notre invitation. Et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs et à ceux qui suivent régulièrement notre émission Dialogue politique la semaine prochaine pour un autre invité qui va passer pour animer également cette émission avec nous. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.